L'alpiniste, c'est Eric Woerth, bonjour. Oui, bonjour. On vous voit souvent dans mes montagnes de Haute-Savoie et on en est ravis. Mais vous êtes aussi président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, d'autres sommets à escalader. En ce moment même, à Marioupol, on prépare le cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur à partir de 9h heure française. Promesse de Moscou. On a l'impression depuis quelques jours que le Kremlin installe une guerre d'usure et une politique du bluff. C'est votre sentiment ? Alors, je ne sais pas, en tout cas, il faut se méfier des déclarations du Kremlin. On a tous compris ça. Et donc, je ne sais pas quelle est la réalité des choses. Si la guerre peut se calmer, si un corridor humanitaire peut être construit, comme l'a demandé Emmanuel Macron et la plupart des dirigeants européens dans les jours qui viennent ou les heures qui viennent, évidemment, ce serait une bonne nouvelle dans ce drame. Est-ce que ce sera fait ? Est-ce que les troupes russes vont se calmer un petit peu comme Poutine l'a semblé dire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas plus que les autres. Je ne peux pas retranscrire la pensée complexe de Monsieur Poutine. Et dans ces incertitudes militaires et diplomatiques, alors que doit faire la France, que doit faire l'Europe ? Poursuivre les sanctions économiques ? On en a encore sous la pédale, si j'ose dire. Poursuivre, amplifier si c'est possible. Je vois bien que ça a des résultats. Alors on voit aussi que les Russes essayent de se débattre dans ce filet quand même qu'il enserre maintenant et qu'il peut l'enserrer pendant très longtemps et lui poser beaucoup de problèmes parce que ça peut remettre en cause la légitimité de Monsieur Poutine vis-à-vis de son peuple. C'est-à-dire que le peuple russe va voir les choses telles qu'elles sont. Je vois qu'on veut essayer qu'il propose qu'on paye en roubles les contrats d'énergie. Enfin, on voit bien qu'il essaye de tout faire pour essayer de prendre les opinions publiques en otage au travers de l'énergie. On doit être super costaud là-dessus et résister et évidemment aller beaucoup plus vite dans les transitions qui sont les nôtres. Vous comprenez les entreprises françaises qui refusent de fermer les activités qu'elles ont là-bas ? Je pense que les entreprises, elles sont libres quand même de faire ce qu'elles veulent. Moi, je voudrais pas que des entreprises françaises s'en aillent comme ça d'un coup sur un claquement de doigts, par panache, et qu'on fasse renaître de nouveaux oligarques. C'est-à-dire que tout ça, c'est des prédateurs là qui sont à la tête de la Russie. On l'a bien compris, puisque prédation sur un pays et après prédation sur des entreprises dans ce cas-là, qui reviennent pour zéro, que les investissements français au fond des capitaux français soient récupérés par des Russes et pour devenir de nouveaux riches, comme Poutine a su le faire avec plein de monde autour de lui. Donc il faut faire très attention à ça et faire très attention aux trop bons sentiments qui se retournent contre vous. Incident en marge de cette affaire. Le directeur du renseignement militaire français a été limogé pour insuffisance. On a l'impression que l'armée française n'est plus vraiment bien préparée à ce type de conflit. Alors je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin, je vois quand même que l'armée française est une des seules armées qui tiennent le coup sur le plan européen. C'est l'armée de référence aujourd'hui. Il y avait l'armée anglaise, mais enfin on peut travailler au terme de l'OTAN, mais sur l'Union européenne, on ferait de la projection. Donc c'est une armée active, c'est une armée qui agit. C'est une armée d'ailleurs qui paye le prix de cette action toujours. On a sans doute, comme tout conflit révèle des faiblesses. Il y a évidemment des faiblesses sans doute dans l'armée française comme dans toutes les armées. On voit quand même aussi que ce conflit révèle la faiblesse du fait que de l'armée allemande, de l'absence au fond allemande sur le plan militaire. Et ce qu'a dit Scholz, le Premier ministre ou le chancelier allemand, les 100 milliards d'euros qu'ils vont mettre sur l'armée est une bonne nouvelle pour la défense européenne et la défense de nos valeurs. Avec une armée française et une loi de programmation d'ailleurs militaire, pardon de parler de chiffres, mais il y a quand même une augmentation des crédits militaires sur les années qui viennent, décidée bien avant l'Ukraine, plus une armée allemande qui pourrait se reconstituer et devenir une armée agissante avec toutes les questions qu'on se pose en ce qui concerne l'armée allemande évidemment, mais on aurait une Europe plus forte quand même. C'est un vrai changement de nature important que l'Allemagne revienne sur le terrain militaire. Mais c'est énorme. D'abord, ça déverrouille l'idée qu'il puisse y avoir à un moment donné quand même un bout d'Europe militaire. C'est quand même nécessaire par rapport à des empires qui se construisent avec des armées uniques. On a besoin d'une armée, en tout cas des règles d'intervention communes. Et que les Allemands soient absents serait impossible de cela. Donc c'est une bonne nouvelle. Les crises d'ailleurs sont une bonne nouvelle entre guillemets, sont une bonne nouvelle pour l'avancée de l'Europe. C'est vrai sur le militaire et c'est vrai aussi en ce qui concerne le financier au travers de la crise du Covid. Et on le voit aussi avec ce projet d'acheter du gaz en commun au niveau européen. Mais est-ce que ce n'est pas à terme faire payer aux Français le chauffage finlandais ou allemand ? Alors, c'est sûr qu'il faut évidemment que le prix français, le prix de l'énergie, notamment français à un moment donné. Je pense d'abord à
l'électricité, c'est que l'électricité des centrales nucléaires, que les mécanismes de fixation des prix, qui sont extrêmement compliqués, on n'a pas le temps de les expliquer ici, que ces mécanismes permettent quand même de tenir compte du mix énergétique de chaque pays. Après, le gaz, il faut pouvoir s'en passer, le gaz russe, il faut pouvoir s'en passer, on peut pas se passer de gaz pendant encore très très longtemps, donc il faut pouvoir se passer du gaz russe, tout le monde le sait, les Allemands sont très en avant là-dessus, donc ils ont beaucoup d'efforts à faire pour la transformation de leur système énergétique. Ça peut pas être évidemment pendant des années et des années des centrales à charbon qui renaissent, donc il faut pousser le nucléaire, il faut pousser les énergies vertes, enfin tout le monde le sait bien, mais ça se fait pas d'un claquement de doigts. C'est pour ça que le mur d'investissement derrière, il est considérable, il existait avant la crise de l'Ukraine, il existe aussi. Et ces deux crises, Covid et l'Ukraine, qui est plus qu'une crise, qui est une guerre, qui est une atrocité, amènent aux mêmes conclusions. Les pays démocratiques ont aussi besoin à un moment donné de regarder d'où viennent leurs approvisionnements. Ce mur d'investissement, mais où prendre l'argent? Est-ce qu'il faut encore l'emprunter ou est-ce qu'il faut baisser drastiquement d'autres dépenses? Il faut tout faire. En réalité, il faut le faire pendant des années. Évidemment, ce mur d'investissement, il y a une partie d'argent public là-dedans, en France sûrement, mais dans d'autres pays aussi. Nos capacités sont évidemment réduites. Notre dette est déjà très importante. Donc on a besoin de créer plus de croissance. C'est assez tout bête à dire, mais c'est très compliqué à faire. On a besoin d'avoir un projet qui construise une augmentation de la croissance française, mettre plus de valeur ajoutée dans les produits qu'on produit. C'est vrai pour le commerce extérieur. Et puis en même temps, de réduire au fur et à mesure l'augmentation de la vitesse de la dépense publique, en misant sur la qualité de la dépense publique. La quantité est une chose, on a toujours essayé de regarder la quantité et de réduire en quantité. Il faut surtout qu'on fasse monter la qualité de la dépense publique. C'est quoi la qualité de la dépense publique? C'est que la dépense publique atteigne son objectif. Oui, c'est qu'elle atteigne son objectif. La qualité d'une dépense sociale, c'est qu'elle atteigne ses objectifs, c'est-à-dire qu'elle aide les personnes qui en ont besoin au moment où elles en ont besoin, et qu'elle aide aussi les personnes à sortir à un moment donné des difficultés qui sont les leurs. Donc du sur-mesure. Donc de plus en plus de sur-mesure. Donc de plus en plus de complications. Par principe. Donc plus de complications, ça veut dire que l'État va devoir gérer de plus en plus de situations complexes. Donc plus de digitalisation, enfin c'est des réformes absolument considérables. C'est le cœur du programme d'Emmanuel Macron, pour tout vous dire. Mais vous ne craignez pas que les Allemands nous disent dans quelques mois, on revient aux critères de Maastricht, et donc une vision comptable? Je pense pas qu'ils pourront dire ça. D'abord, on va le savoir assez bientôt. Je pense que évidemment qu'il faut des critères. Moi, j'ai pas changé. Je suis extrêmement attentif à notre souveraineté financière. Elle conditionne, à mon avis, tout. Mais on ne peut plus l'aborder comme on l'abordait il y a encore quelques années. D'abord parce qu'on a besoin de temps, et donc on a besoin de l'aborder au travers de la qualité de la dépense publique, de l'évaluation au fond de nos dépenses. Alors, c'est des dépenses des Français, ou c'est des dépenses qu'on emprunte, c'est encore pire, c'est les dépenses à venir des générations futures. Donc on a besoin de savoir que quand on met 1 euro, l'efficacité est évidemment là, et ça doit être un débat public. Il n'y a pas et si la dépense n'est pas efficace, c'est pas un drame de l'arrêter, de la changer, de la transformer. Enfin, c'est quand même l'honneur d'un dirigeant politique de tenir compte de l'évaluation des dépenses qui sont les siennes. Pour faire ces évaluations, pour tenir compte de cette qualité de la dépense, est-ce qu'il faut avoir recours à des cabinets de conseil? Vous me voyez venir, c'est la polémique McKinsey. Oui, je vous vois venir, mais c'est une bonne question. Évidemment que oui. Évidemment que oui, c'est des querelles stériles. On peut toujours se demander si c'est trop ou trop peu, mais évidemment que oui. Les entreprises en ont besoin, et Dieu sait qu'elles sont armées pour elles-mêmes procéder à leur propre transformation. Tout le monde en a besoin. Mais on était un peu loin quand même. Sinon ça n'existerait pas. Non, je suis pas sûr. Il faut savoir ce que ça donne. Je suis pas sûr. D'abord, dans le milliard, il y a tous les grands systèmes informatiques. Donc, en soi, c'est pas vraiment des cabinets. C'est du conseil, mais c'est pas du conseil stratégique. On en a absolument besoin. On ne dispose pas on ne dispose pas des moyens dans l'administration pour le faire. C'est curieux. Toutes les bonnes âmes qui disent mais c'est curieux. Non, on n'a pas il y a 2 raisons d'employer un cabinet de conseil. La première, c'est qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens, parce que en termes d'hommes et de femmes, parce qu'à un moment donné, il y a un surcroît de travail pendant quelques temps, et donc évidemment, on va externaliser ce surcroît de travail. On va pas embaucher pendant 50 ans pour un surcroît de travail qui va durer 1 an ou 2. Donc on a besoin de gens à l'extérieur pris et qui soient parfaitement adaptables tout de suite. Puis deuxième point, on n'a pas les compétences souvent. La digitalisation, tous ces systèmes de transformation dans des très grandes entreprises sont faits par d'autres. Et c'est vrai pour l'administration. Alors il faut vérifier qu'on les appelle au bon moment, que les marchés sont bien passés,
impôts en France. Qui payent leurs impôts en France. Oui, qui payent leurs impôts en France. Mais c'est un autre sujet. Ça, c'est un sujet. On confond les deux sujets. À propos de l'entreprise McKinsey que tout le monde connaît bien maintenant, mais qui est une entreprise extrêmement connue et d'ailleurs extrêmement respectable. Cette entreprise, si elle paye pas d'impôts en France, il y a l'administration fiscale qui va contrôler qu'elle le fait pas. Elle le fait en respectant toutes les règles légales. C'est une très mauvaise polémique et on peut pas uniquement dire l'administration doit rester entre elles parce que très longtemps on disait il faut mettre de l'oxygène. On peut pas uniquement demander à l'administration de transformer l'administration. L'administration parle à elle-même. On a besoin, au contraire, de beaucoup d'oxygène à l'extérieur pour essayer de faire en sorte qu'on ait une administration efficace et utile. Donc c'est une très mauvaise polémique. La campagne continue. Dans 10 jours, on vote. Est-ce que vous croyez à cette peur d'un rassemblement autour de Marine Le Pen au second tour du tout sauf Macron qui pourrait la faire gagner? Mais personne n'a jamais pensé que Marine Le Pen ne pouvait pas gagner l'élection présidentielle. Elle est une candidate, ça fait tant d'années qu'elle est candidate qu'à un moment donné, elle devient dangereuse. Quand même, donc. Oui, mais enfin, c'est évidemment un risque. Alors, je sais bien on joue toujours à se faire peur 15 jours avant un premier tour. Ça mobilise, mais c'est la réalité des chiffres. Et de toute façon, les résultats dans les sondages, puisqu'on parle de sondages, donc de trucs virtuels, dans les sondages, ça se resserre toujours quelques jours avant. Mais il faut faire très attention. C'est que le président candidat doit évidemment monter en puissance sa campagne. C'est ce qu'il est en train de faire, d'ailleurs. Il doit expliquer et continuer à expliquer pourquoi il veut être candidat et ce qu'il a à promettre et proposer aux Français. C'est un candidat. Enfin, je trouve que tous les candidats sont tristes, extrêmement tristes. Le seul qui donne une envie de France me semble être Emmanuel Macron. Et donc, il faut qu'il dise aux Français où il veut les emmener. Encore plus et encore mieux. Il sait très bien le faire. Et je pense que c'est l'objet des derniers jours de campagne d'avant premier tour, parce qu'il reste quand même 3 semaines pour le deuxième tour. Est-ce que vous arriverez à convaincre Nicolas Sarkozy de soutenir Emmanuel Macron? Mais moi, j'ai jamais cherché à convaincre Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, de quoi que ce soit. Il se convainc très bien lui-même. Et je pense que Nicolas Sarkozy décide de ne pas prendre position, visiblement. Enfin, je ne pense pas qu'il prenne position à quelques jours du premier tour. Et son silence est, au fond, assez assourdissant. L'avenir de LR, c'est un silence qui veut dire les choses. L'avenir de LR, c'est d'aller trouver un accord avec la majorité présidentielle, parce que finalement, ce sont les mêmes idées, la même vision de la France. Mais LR s'est perdu pendant 5 ans. J'ai essayé de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Comme d'autres, LR s'est perdu pendant 5 ans. Donc on a les résultats des fruits qu'on a plantés il y a 5 ans, avec une stratégie, une ligne politique qui était évidemment totalement erronée, une incapacité en réalité, malheureusement, et Dieu sait que j'aime ce parti, mais une incapacité à répondre aux besoins des Français. Et les Français le jugent comme ça. Donc c'est pas uniquement la responsabilité de Valérie Pécresse. Elle fait pas une bonne campagne, mais c'est pas uniquement. Elle est le fruit au fond de ces 5 années d'erreur. LR devient un parti local et plus un parti national. Et demain pour vous, pourquoi ne pas rejoindre Horizon, le parti d'Édouard Philippe, qui a fait le chemin que vous faites il y a 5 ans? J'ai pas quitté LR. J'ai quitté LR pour soutenir Emmanuel Macron parce que je pensais qu'il incarnait les valeurs pour lesquelles j'étais justement entré il y a très longtemps. En homme libre. En homme libre. Et je me suis écarté au fond de la meute, du troupeau, parce que j'ai considéré que c'était courageux de le faire, parce que c'était mes opinions. Qu'il fallait aider le président de la République et puis bénéficier de son expérience, ce qui est quand même assez curieux de dire à quelqu'un qui est très très expérimenté, c'est pas toi que je vais prendre. Donc on a besoin de cette expérience et LR se reconstruira, parce que les idées de droite, évidemment, elles sont fondamentales. LR se reconstruira sans doute autrement, et j'espère bien qu'une grande partie de LR viendra soutenir Emmanuel Macron. C'est absolument nécessaire. Au deuxième tour, voire même dans les jours qui viennent. Éric Woerth, merci, bonne journée.